D12. D12 de Pierrot Atioubé sur 105.5. Dimanche, jour du Seigneur, de la prière et aujourd'hui des pleurs, les chrétiens catholiques et la communauté nationale pleurent un prêtre salésien tué vendredi au Burkina Faso. Le père César Fernandez a été abattu par des djihadistes. La délégation venait de franchir la frontière de Saint-Cassé. Le corps du serviteur de Dieu serait depuis à la morgue de Dapan. Les djihadistes opèrent depuis des années dans la sous-région ouest africaine. Ne sont-ils pas désormais au nez et à la barbe du Togo? En s'attaquant à un prêtre chrétien, quel est le message que veulent envoyer ces combattants? Au moment où la mort de religieux produit des larmes, celles versées depuis lundi à l'annonce de la mort du journaliste Alfred Kolani ne sont pas encore asséchées. Notre confrère, ami et frère a rejoint les ancêtres dans l'au-delà. Alfred Kolani, qu'était-il arrivé vraiment? C'est au pavillon militaire du centre hospitalier universitaire de Lomé que le responsable du desk sport de la télévision nationale a rendu l'âme. Le principal centre de référence en matière de soins médicaux au Togo ne sera plus seul pour longtemps. Le chef de l'État a donné cette semaine le coup d'envoi de la construction d'un hôpital moderne dans la préfecture d'Agoignivé. Enfin, peut-on s'exclamer? Depuis des années, le débat autour de la qualité des infrastructures de soins au Togo est resté vif et d'actualité. C'est sans ménagement qu'ils sont qualifiés de véritables mouroirs. D'ailleurs, combien sont-ils encore au sein de l'élite civile et militaire du pays à se faire soigner au Togo? L'hôpital Saint-Péregrin va-t-il finir par se substituer à Val-de-Grâce ou à Pitié-Salpêtrière en France ou à Soga-Kopé District Hospital au Ghana? Le Ghana est sans aucun doute une référence au Togo et lentement, le Togo veut se relever. Cette semaine, il a ajouté à la liste déjà très longue des dons, emprunts, aides, subventions et assistance financière 35 millions de dollars américains, soit 16 milliards de francs CFA du Millennium Challenge Corporation. Les soucis liés aux nouvelles technologies et aux fonciers vont-ils du coup commencer leur recul? Et cette année, 2020 est dans toutes les têtes. Actually Akleso annonce la candidature de Foga Singbe pour la présidentielle. Nicolas Lawson annonce lui-même sa candidature. Combien seront-ils réellement au départ de la présidentielle de l'année prochaine? Et ce que la presse titille, finiront-ils par se décider comme l'ont été les ministres togolais et le patron parti tenir leur conseil sur un terrain de football à Tabligo? Merci de nous rejoindre au D12 de Pyramide FM. Un invité nous accompagne, le professeur Magloire Kwakouvi. Il est enseignant des universités du Togo. Notre technicien du jour est Romaric Freitas. Les numéros de l'émission sont 96 50 34 37 et 70 43 09 70. Professeur, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais bien par la grâce de Dieu. Et votre dimanche? Alors, il a commencé par la messe de 6 heures et il continue. Il continue? Ouais. La messe? Non, le dimanche. Le dimanche. Vous êtes à la radio, donc, et il a été abondamment question de radio cette semaine. Je ne sais pas si vous le savez, puisque chaque année maintenant, depuis 8 ans, les Nations Unies ont décidé de célébrer la journée internationale de la radio. Oui. Qu'est-ce que ça vous représente, la radio? C'est la question que nous avons posée à beaucoup de nos auditeurs, beaucoup de nos invités cette semaine. Bon, je dirais que c'est le moyen le plus populaire d'informer le peuple parce que à l'arrivée de la télévision, on avait craint sa disparition. Elle n'a pas disparu et Internet est arrivé. Elle s'est installée sur Internet. Donc, je pense que c'est un moyen très simple et très commode d'atteindre le peuple. Même les vendeuses de cola, les vendeuses de bouillie peuvent avoir leur radio à côté. Et ce n'est pas une mauvaise chose. L'essentiel, c'est que les émissions soient instructives et non pas abrutissantes comme les telenovelas de certaines chaînes de télévision. Voilà ce que moi je peux dire. Vous avez eu votre pause récepteur à quel âge?
Je l'ai acheté moi-même. Hein. J'avais déjà plus de 27 ans. 27 ans. Vous avez eu 27 avant d'avoir votre premier poste. Oui. C'était à combien? Le satellite 2000, c'était à 80 000 francs CFA. Vous l'avez acheté à 80 000. À Paris. C'était pas à Lomé. Ok. Ce qui est certain, on a pour les radios notamment au Togo, deux époques. Il y a eu cette époque où il n'y avait que la radio nationale. Et aujourd'hui, avec le multipartisme, il y a beaucoup plus de radios. Comment c'était à cette époque-là où il n'y avait que la radio nationale? Pour vous, auditeurs? Bien, la radio nationale avait été très bien occupée parce que vous connaissez les centres culturels. Djangbakome, Tokouin, Konakwe. Il y avait des relais de la radio nationale à ces endroits-là. Et il n'y avait pas moins de 9 langues nationales qui traduisaient les nouvelles de la journée. Et je crois que c'était une très bonne politique nationale de la radio. C'est vrai que le clou que beaucoup de personnes attendaient, c'était les disques demandés. Mais à part les disques demandés, il y avait de l'information pour une bonne partie de la population parce que 9 langues sur la quarantaine, des langues qui s'interpénètrent, du bon travail quand même. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de radios et on vous invite souvent dans les radios. Quelle est votre appréciation qui est faite du travail qui se fait un peu partout au niveau de ces différentes stations de radio, la plupart des stations, du moins exclusivement FM? Oui, je crois que les radios togolaises compensent le manque à gagner créé par la pauvreté au niveau du peuple. Parce qu'à défaut d'acheter 2, 3, 4 journaux à 250 francs pièce, si vous écoutez une émission sur les nouvelles du jour, ça vous revient moins cher que de dépenser pour quotidiennement ou bien chaque semaine. Les journaux ont leur place sur le plan d'archives et de minutes de l'histoire contemporaine. Mais rien ne vaut une émission à la radio. On est informé presque en temps réel maintenant. La mort du père Hernandez a été jusqu'au-delà du Burkina et du Togo, presque en temps réel. Donc, on ne peut pas combler ce vide-là de la radio. Personnellement, je l'ai dit tantôt, vous êtes souvent invité dans les émissions radio. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous en tirez de cette expérience? Je rappelle que vous avez enseigné dans les universités. Aujourd'hui, on vous écoute, vous participez aux émissions de débat. Personnellement, qu'est-ce que ça vous apporte? Ça me permet de partager mes idées avec mes compatriotes parce que je suis à Radio Maria 3 jours sur 7 et j'anime des émissions scientifiques, spirituelles et autres. Je pense que ça permet à la grande portion du peuple qui n'a pas été à l'école d'être informé également en milan, puisque c'est la langue dans laquelle je traduis d'habitude les paragraphes à partir du français. Bon, maintenant, lorsque je suis invité sur les autres chaînes que Radio Maria, je donne mon point de vue de citoyen et d'universitaire, et je pense qu'il y a une bonne partie de la population qui l'apprécie également. Vous êtes devenu, sans doute, un confrère, puisque vous officiez maintenant 3 jours sur 7, n'est-ce pas, sur une Radio Maria. Mais pour ce qui concerne votre statut d'invité, nous avons un problème, et il faudrait franchement le dire, c'est que au niveau des émissions politiques, vous allez constater qu'il y a très peu qui se décident facilement à répondre favorablement aux invitations des médias. À quoi cela peut être dû? À la peur? Ouais, c'est une sorte d'autocensure, étant donné que le système politique du pays nous pousse à marcher sur le fil du rasoir, comme dit Friedrich Nietzsche. Donc, les gens, en refusant les invitations, ne veulent pas d'histoire, c'est tout. Parce que vous n'allez pas tourner la langue 7 fois avant de dire certaines choses et
On peut l'interpréter différemment, on peut l'interpréter autrement, on peut le déformer. Et je vous donne, bon, je n'étais pas sur une radio, bien que le nombre de milliardaires au Togo. Si vous allez sur YouTube maintenant, quand vous rentrez milliardaire togolais, c'est mon nom qui vient en premier. Bon, ça c'est un effet induit, néfaste. Il faut que je sois millionnaire d'abord avant d'être milliardaire. Mais bon, c'est comme ça. C'est les masses médias, on n'y peut rien. Mais comment est-ce qu'on peut vouloir faire de la démocratie sans arriver à faire des débats, notamment au niveau des médias? Aujourd'hui, il faut quand même l'avouer que s'il n'y avait pas de journalistes pour pouvoir animer des débats contradictoires, des débats contradictoires, on n'en aura pas au Togo. On n'en aurait pas, oui. Mais bon, on aura ce que l'on appelle en sociologie la massification. Parce que les gens apprennent les nouvelles à 13h ou à 20h, même si l'événement s'est passé à 5h du matin. Et pendant ce laps de temps, beaucoup d'autres événements se passent. Mais sur le politique, je pense que dire son opinion convenablement, sans insulter ses compatriotes, c'est une habitude à prendre. Et je convierais beaucoup de compatriotes à prendre cette habitude-là. Nous avons commencé cette émission en parlant de la radio, et quand on évoque la radio, oui, ceux qui travaillent sur les radios, ce sont les journalistes, mais ceux qui travaillent également à la télévision, on les appelle des journalistes, puisque on peut choisir de travailler à la télévision ou dans la presse écrite. Il y a un journaliste de la presse télévision ou de la télévision qui est mort cette semaine, c'est Alfred Kolani. Je ne sais pas si vous le connaissez. Oui, je le vois souvent donner des commentaires sur les matchs de la Champions League, du championnat africain et puis accessoirement du championnat togolais qui est très épisodique. Donc vous n'avez pas de rapport particulier? Personne n'a non, pas de rapport particulier. Moi je le suis parce que du secondaire jusqu'à l'université, j'ai été numéro 9. J'ai encore des photos à la maison. Donc, vous avez joué au football? Bien sûr. Donc, puisque c'est un journaliste sportif... Oui, je suis les émissions sportives. Oui, ce responsable, il est responsable du service des sports de la télévision nationale. Il est parti au moment où des travaux sont en cours au niveau de la télévision nationale pour améliorer le cadre du travail au niveau de cette télévision. Et finalement, on peut dire que c'est une grande perte pour cette maison. Oui, on peut le déplorer parce que je crois que la télé est arrivée au Togo en 1972 et nous sommes en 2019 aujourd'hui. On a mis du temps pour améliorer ce cadre-là. Je constate que certains studios de radio sont beaucoup plus agréables à voir que les studios de la TVT, même s'ils font du travail de qualité. Je crois que le rôle que ces médias d'État jouent dans la nation mériterait beaucoup plus d'investissement. Oui, justement, politiquement, comment peut-on comprendre que dans tous les pays, on sait que la place des médias est très importante en ce qui concerne la gouvernance politique, mais que dans un pays comme le Togo, les médias soient négligés à ce point? Non, les médias sont utilisés pour la diffusion de l'idéologie. Vous voyez que en période électorale, on diffuse bien sûr ce que le président a fait, mais on diffuse également ce que tous les ministres ont fait pour le compte du président. Ça, c'est de la mise en boîte, alors que on a bien codifié les choses par candidat. On peut dire que voilà, l'opposition a eu un meeting au terrain d'Akodé-Sewa en 3 minutes et puis on s'en va. On va à Bilita pour le Premier ministre, on va à Moitien pour le ministre de l'Agriculture, on va dans le village de tel ou tel ministre qui va parler au compte du président avec les moyens de l'État, le carburant de l'État, etc. Bon, c'est cette manière-là qui différencie les médias d'État africains des autres médias. Parce que, au lieu de nous donner des débats contradictoires entre la majorité et l'opposition, tous les trimestres, on n'a pas ça. On attend 5 ans pour diffuser les idées des candidats et puis on dit que voilà, c'est démocratique. Bon, on espère que
à l'horizon 2030, c'est l'horizon du Togo émergent. Toutes ces choses-là vont changer. Bien, merci. Nous sommes dimanche et nous avons commencé par parler des médias et notamment de la radio. Mais dimanche est aussi consacré à la célébration des offices religieux. D'ailleurs, vous nous aviez dit au début de cette émission que vous revenez d'une messe. Oui. Et ce dimanche, il y a quand même cette question. Après la mort du prêtre salésien César Fernandez, qui a été notamment prêtre à Lomé, à Gbenyedi. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est en fait la question qui est posée aujourd'hui sur les bancs des églises. Est-ce que vous avez une réponse? Il n'y a pas de réponse claire, étant donné que ces meurtres et ces tueries avaient commencé sur un fond religieux avec Boko Haram au Nigeria, qui luttait contre l'enseignement en langue étrangère. Mais chemin faisant, les choses se sont complexifiées. Les gens se font exploser même dans les mosquées maintenant. On donne des charges d'explosifs aux petites filles, aux femmes, etc. Donc on ne comprend plus rien. Et on peut même penser que des coupeurs de route ordinaires peuvent perpétrer leur forfait et crier à la Wakba avant de disparaître dans la brousse. Bon, ce que nous déplorons, c'est la grande quantité de corps habillés que nous avons au Togo et puis la facilité avec lesquelles ces meurtres se perpétuent sur l'étendue du territoire. Parce que... Mais ce meurtre, ça a eu lieu au Burkina Faso. À Sinkassé, bon, peut-être qu'ils étaient déjà de l'autre côté de la frontière. Oui, ils étaient de l'autre côté. Voilà. Oui, donc, en fait, dans les accablés de Timbo. Oui, bon. De Bintou plutôt. C'est depuis 1989 que George Orwell a écrit Big Brother avec des caméras dans les rues. On ne peut pas me dire que le Burkina et le Togo ne peuvent pas installer des caméras à nos frontières pour filmer ce qui se passe et maintenant tracer ceux qui ont perpétré ces coups-là. Bon, non, mais en fait, c'est ce manque d'imagination. Non, mais en fait, ce que vous dites, oui, c'est très facile de le dire de cette façon-là, mais la lutte contre le djihadisme ou les djihadistes, c'est une lutte assez complexe. Oui, mais c'est imagination contre imagination, intelligence contre intelligence. Hein, parce que si on a pu détruire le World Trade Center de la manière que vous savez, ce n'était pas des enfants de cœur. Bon, maintenant, on ne peut pas prendre à charge la gestion de tout un pays et se comporter comme un collégien. Hein. Il faut des brain trusts, il faut des think tanks. Et lorsque ces choses-là arrivent, il faut prendre les moyens. Hein. Je rigole toujours quand on dit qu'il y a des troubles au stade et que, bon, on n'arrête personne. Hein. Au stade, en mettant la caméra à l'endroit du trouble, on peut avoir les fauteurs de trouble tout de suite. On les met à la télé et puis on peut rapidement les faire arrêter. Non, mais en fait, ce qui est certain, c'est quand même deux situations différentes. Les violences dans un stade de football qui est un endroit clos et la lutte contre le djihadisme qui se fait maintenant sur des espaces assez vastes, assez grands et difficiles à contrôler. Cette lutte même qui bénéficie de l'appui des puissances extérieures. Cette lutte, c'est une lutte ardue. Mais je pense que si on prend la vie des citoyens comme quelque chose de sacré, on peut mettre les moyens pour lutter contre cela. Nous allons revenir sur la lutte dans un instant, mais particulièrement le prêtre. Est-ce que vous le connaissez? Oui, j'ai travaillé avec lui depuis 2002, puisqu'il était à l'Institut Don Bosco, qui donnait des enseignements en sciences de l'éducation et en philosophie. Et avant de devenir un institut universitaire aujourd'hui, à ISPSH, il a travaillé également à Kama, où l'on forme des jeunes à divers métiers manuels. Donc, c'est quelqu'un que j'ai croisé, disons, depuis 2002. Kama, c'est à Gbodiome ou à Kodé-Sewar? C'est à Kodé-Sewar. C'est entre l'Institut Don Bosco et l'Université Don Bosco.
Donc c'est quelqu'un qui est connu, qui est au Togo depuis des années, n'est-ce pas? Depuis les années 80, oui. Au Togo, quand on évoque les prêtres, on sait qu'il y a des Salésiens, mais on parle parfois aussi des Comboniens. Oui, il y a des Comboniens. Quelle est la différence entre... Non, c'est des congrégations. Donc les premiers qui ont débarqué à la plage au 19e siècle, c'est les SVD. C'est les prêtres du Verbe divin. Ensuite, on a eu les SMA, la Société des missions africaines venues d'Alsace et Lorraine en France. Après, on a eu des Dominicains, des Salésiens, des Comboniens, toutes les congrégations que nous pouvons avoir. À Djobégan, nous avons les Bénédictins, les Bénédictines, etc. Bon, l'Église est universelle et les gens vont en mission selon leur tempérament et leur cœur. Oui. C'est la première fois quand on évoque des morts en ce qui concerne les djihadistes, quand on évoque des morts du côté togolais, c'est la première fois qu'on entend quand même le nom de quelqu'un qui vient du Togo et naturellement, d'ordinaire, ce sont des soldats qui sont engagés notamment au Mali qui tombent de temps en temps. Mais là, quand on s'attaque à un prêtre, est-ce que c'est derrière un message qu'on envoie? Bon, on peut décoder ça de diverses manières. On peut penser que c'est la toute première lutte de l'envahisseur étranger impérialiste de la également. Et il est plus facile de détruire que de construire. Donc la facilité avec laquelle on supprime les vies humaines indique en clair que élaborer quelque chose, construire est plus difficile que détruire. C'est dommage, mais c'est des vies humaines que nous perdons. Le djihadisme, le combat des djihadistes, c'est un combat qui est pour les Togolais un combat lointain, puisqu'on évoquait il y a encore quelques années l'Irak, on évoquait la Syrie. Et cette lutte ou ce combat mené par ces adeptes musulmans est de plus en plus proche du Togo. Est-ce qu'on doit s'inquiéter? On doit s'inquiéter parce que le Nigeria n'est pas si loin que vous le pensez. S'il n'y avait pas de tracasseries aux douanes, vous pouvez quitter Lomé le matin, aller faire vos emplettes à Lagos et revenir en fin d'après-midi. C'est les incongruités africaines qui font que les gens tirant beaucoup d'argent de ces douanes-là, ils ne veulent pas les supprimer sitôt, même s'ils ont à la bouche la libre circulation des biens, des capitaux et des hommes. Mais ça, c'est l'Afrique, vous n'y pouvez rien. Donc, il ne faut pas se penser à l'abri sitôt, puisque nos frontières sont poreuses et le mal est vite arrivé. Donc, ce qu'on peut recommander aujourd'hui, malgré tous les moyens qui sont mis en œuvre, ces moyens visiblement paraissent insuffisants vu la mobilité et la rapidité avec lesquelles les djihadistes continuent à opérer, notamment au Mali, au Burkina Faso, au Nigeria et là, au port du Togo, là, puisque Bintou ou Bitou, c'est pas très loin de Senghassi. C'est ça. Non, je continue et je pense que si on s'assied, on réfléchit, on peut les contenir. Est-ce que ça veut dire que depuis que ce fléau a commencé à gangréner notre sous-région, on n'a pas suffisamment réfléchi? Mais on y pense. On a même évoqué ces groupuscules à partir du mois d'août 2018 à Sokodé. Mais sans 2017 à Sokodé, sans preuve ni rien du tout. Donc, on y pense. Mais ce que moi je dis, c'est que dans les pays modernes, il y a des cellules de réflexion qu'on appelle des brain trusts. C'est des trusts de cerveau et des think tanks, des lieux, des banques où l'on pense. Et d'habitude, c'est ce qui manque aux Africains. Ils sont beaucoup plus anglais à mater les marcheurs et les étudiants que de penser à ces choses-là. Ça viendra par la force des choses. Non, ce qui est certain aussi, ce que vous dites n'est pas aussi facile
à réaliser. Si les États-Unis même ont des difficultés, si la France a des difficultés, cela suppose que quelque part c'est une lutte assez complexe. La complexité là-bas, vous pouvez dire que c'est une lutte naturelle. L'exemple que je donne souvent, c'est celui de l'éléphant et de la fourmi. L'éléphant, c'est plusieurs tonnes de viande, mais 2 fourmis dans la trompe d'un éléphant, ça peut causer des dommages collatéraux très très forts. Mais je persiste et je le redis. Si l'on s'assied pour réfléchir à ce problème-là, on peut le contenir. Aujourd'hui, les réponses qui sont apportées à ce phénomène, ce sont des réponses visiblement militaires, puisqu'il y a le G5 Sahel, il y a plusieurs opérations qui sont menées dans le Sahel. Et au-delà de ces réponses qui sont militaires, est-ce qu'il va falloir réfléchir à autre chose? Peut-être apporter des solutions sur le plan de la justice sociale, par exemple? De la justice sociale, mais beaucoup sur le plan de l'éducation également. Parce que les 3 sources de mensonges et d'erreurs dans les sociétés humaines, ce sont la culture, la politique et les religions. Donc il faut que dès l'école primaire, les enfants soient aguerris contre ces 3 sources de mensonges, de telle sorte qu'ils sachent que, être un adepte de Higuelin à Togoville, ce n'est pas un crime de lèse-majesté. C'est la liberté de religion, tout simplement. Article 19 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Donc, c'est des nouveautés qu'il faudrait peut-être inclure dans les systèmes d'éducation dans la sous-région. Ce n'est pas des nouveautés, c'est déjà inclus dans notre constitution depuis 1992, je dirais même avant, puisque tous les États africains ornent leur constitution des instruments internationaux qu'ils signent et ratifient. Le problème, c'est la compatibilité et la possibilité de donner aux concitoyens de connaître ces choses-là et d'en vivre. Parce que lorsque l'on débarque dans les maisons au-delà de 18 heures pour arrêter les gens, c'est codifié. Il faut attendre la levée du jour d'abord. On ne va pas à minuit, on ne va pas à 23 heures, on ne crée pas des pannes d'électricité, etc., etc., etc. C'est codifié tout ça. Vous nous écoutez à Pyramide FM. Notre invité du jour, c'est le professeur Magloire Kwakouvi. Et dans 15 minutes exactement, et comme c'est des traditions au cours de cette émission, vous auditeurs, vous allez également participer par vos contributions et vos questions à notre invité. Je vous donne les numéros 70 43 09 70, 70 43 09 70, et puis 96 50 34 37, 96 50 34 37. Nous évoquons la violence dans la sous-région ouest africaine. La violence, il y en a eu au Togo il n'y a pas très longtemps avec les mouvements de contestation du régime, ces mouvements qui ont commencé en août 2017. Et il y a de l'accalmie depuis quelques temps. Et est-ce que cette accalmie-là, il ne faut pas l'encourager? Ce n'est pas en termes d'encouragement. C'est en termes de réformes constitutionnelles et institutionnelles. Tant que ces réformes-là ne seront pas faites, il ne faut pas se leurrer. Ce n'est que reculer pour mieux sauter. C'est-à-dire c'est-à-dire qu'il nous faut des élections à 2 tours. Il faut un redécoupage électoral moderne et non pas 13 voix contre 1 voix, etc. Toutes ces subterfuges politiques que l'on a mis en place à la pointure du général Adé et Adema, il faudrait les revoir pour que, quand on dit que le Togo est émergent en 2030, ce soit une vraie émergence et non pas de la démocrature à la place de la démocratie. On a connu des pics de violence au Togo, on a connu beaucoup de manifestations. Je ne sais pas, comment est-ce que vous avez vécu toutes ces périodes-là? Bon, j'ai participé à ces manifestations avec des phases de mon âge. Je crois que la dernière était à Fréau-Jardin, le jour où on a tiré sur les gens à balles réelles. Vous parlez de 1993, moi je parle de... Non, c'est pour vous dire que actuellement, je suis l'actualité,
mais de ma chaise à la maison. Je ne vais plus au meeting parce que je ne cours plus les 100 mètres en 12 secondes comme j'avais 14-16 ans. C'est fini ça. Donc j'ai 74 ans, qui veut voyager loin, ménage sa monture. Je suis l'actualité, je sais ce qu'il faudrait pour que la paix civile revienne. Et tant qu'on ne l'aura pas fait, je m'inscrirai en faux contre toute accalmie, toute paix civile, toute, je ne sais pas, toutes ces affaires idéologiques-là, il faut les dénoncer et puis c'est tout. Pour beaucoup, notamment autour du pouvoir, cette crise, elle est finie, elle est derrière nous. Mais visiblement, vous écoutez... Non, c'est une manière de voir. C'est une manière de voir parce que le fait d'avoir désamorcé la C14 en tenant les gens en respect avec 8000 hommes en armes pour perpétrer le hold-up électoral du 20 décembre 2018 ne veut pas dire que le Togo est fini. Non. Beaucoup de jeunes ne connaissent pas le slogan de Ernesto Che Guevara et de Fidel Castro. C'est siempre hasta la victoria finale. C'est-à-dire? Ça veut dire toujours lutter jusqu'à la victoire finale. Tant que nous n'aurons pas ces réformes constitutionnelles et institutionnelles, il ne faut pas croire que nous allons dormir en paix. Mais le pouvoir a cédé, à concrétiser. Oui, ça, vous avez dit le pouvoir. Dans un pays, il n'y a pas que le pouvoir. Il y a la majorité, il y a l'opposition parlementaire, il y a l'opposition informelle, et puis il y a le peuple. Ça fait 4 acteurs politiques différents. C'est quoi l'opposition informelle? L'opposition informelle, c'est moi, c'est Togo-Ata, qui ne sommes pas d'accord et qui donnons nos opinions par écrit ou bien oralement. Nous sommes l'opposition informelle. C'est-à-dire ce que vous... On a essayé de nous mettre dans des partis politiques, mais nous, on n'est pas dans un parti politique. Nous n'avons pas besoin d'un parti politique pour réfléchir sur notre pays. En clair, vous voulez dire que s'il faudrait réagir ou s'il faudrait réfléchir pour le Togo, concrétiser quelque chose pour le Togo, ce n'est pas uniquement du ressort du pouvoir en place. Non, c'est du ressort de nous tous. Mais la manière de le faire au désavantage d'une partie de la population amène les crises et les marches, c'est tout. Il faut écouter. C'est les gilets jaunes qu'il y a en France. Ouais. Il y a le Venezuela, il y a les États-Unis. Bon, ben ça c'est la vie humaine. Ce n'est pas quelque chose de propre au Togo. Il ne faut pas croire ça. Les deux tours et puis la limitation du mandat présidentiel, vous savez... Plus le principe un homme, une voix. Ce n'est pas une voix contre 13 voix. Toutes ces subterfuges et ces ruses de Sioux là, il faut les laisser de côté. C'est quoi les ruses de Sioux? Les ruses de Sioux, c'est que une voix dans la Soli vaut 13 voix à Lomé. C'est comme ça que le RPT Uni a gagné les élections depuis les années 90 jusqu'à ce jour. Et le découpage date des années 50, s'il vous plaît. 1954. Donc il faut changer. On ne peut pas construire des aéroports, New Deal, se dire qu'on est hub de ceci ou cela, et puis avoir des lois du Moyen-Âge. J'allais vous demander, pas bon. Oui, j'allais vous demander si vous partagez une position, mais visiblement, à vous écouter, vous la partagez. C'est la position de Monseigneur Philippe Faniko Kodjo qui a critiqué les dernières élections législatives. Et des élections qui devaient solutionner la crise qui a fini ou qui continue selon la position où on se trouve. Est-ce que c'est des critiques que vous partagez? Bien sûr, puisque ce qui s'est passé le 20 décembre, moi je l'ai dénommé un hold-up électoral avec mention très bien, félicitations du jury. Et ce jury-là comporte la CEDEAO, l'opinion internationale, l'ONU, les G5, etc. Mais est-ce que c'est pas comme ça finalement le monde? Non, ce n'est pas comme ça le monde. Ce serait trop facile de dire que c'est comme ça le monde. Mais si ce n'est pas comme ça le monde... S'engager à faire des réformes depuis... C'est 2006 ou 2012? 2006. Voilà. Et ne pas les faire, il ne faut pas dire que c'est comme ça le monde. Non, mais en fait, je vous pose Parce que nous avons étudié l'histoire. L'empire de Alexandre le Grand partait de la Grèce là-bas jusqu'au Tibet. Je ne parle même pas de Jules César, d'Atatürk, de Tchaka Zulu et des autres.
Donc l'histoire de l'humanité est jonchée de ces coups de force-là, mais ça finit toujours. Hein. Il faut être réaliste et penser que si on a mis Samson et Dalila dans la Bible, ce n'est pas pour décorer la Bible. Hein. Sur le fonctionnement. Et le tendon d'Achille dans la mythologie grecque également. Quand vous parlez de la communauté internationale, oui. et vous critiquez la CEDEAO notamment, ma question, si je me réfère un peu à ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, Guaido, qui se proclame président au Venezuela, qui est soutenu par la communauté internationale, notamment les avant même la fin de la journée. Mais d'autres leaders africains s'étaient autoproclamés président et ils n'ont pas eu les mêmes soutiens. Mais oui, il y a eu Mayulu, c'est le tout dernier. Là. Non, les dichotomies se font sur la géopolitique, les intérêts, etc. Il ne faut pas oublier que le troisième quai togolais a été baillé pour 35 ans. Il ne faut pas penser la vie de la nation en marge de ces choses-là. Quelqu'un qui a dépensé 350 milliards, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, et qui a un bail de 35 ans, doit peser très lourd dans la balance et non pas s'attendre à n'importe quelle alternance qui ne lui garantit pas des tas de choses. Justement, est-ce que cela ne justifie pas ou n'expliquerait pas finalement ce qui s'est passé le 20 décembre? Ce n'est pas une justification. Vous avez bien appris que le président du Brésil a été mis en prison pour fait de corruption. Oui, Lula. Bon, tant qu'on n'a pas démontré que dans ces bails de 35 ans, il n'y a pas eu de corruption, la cause reste pendante. C'est comme ça l'histoire de l'humanité. Nous parlons des législatives et les critiques continuent à pleuvoir sur ces législatives-là, mais le pouvoir a annoncé pour très très bientôt des élections locales. Aucun problème. Vous serez candidat? Non, pas dans ces conditions-là. Non. Mais seront historiques quand même les élections locales pour le Togo, puisque ça fait quand même plusieurs dizaines d'années que le Togo n'a pas connu depuis ce type d'élection. 1987. Doit-on dire enfin ou pas? Vu la manière dont les choses se passent, on ne peut pas dire enfin. Puisque c'est réclamé depuis quelques années, par l'opposition notamment. Je pense que vous n'avez pas un fil continu de l'évolution de l'Afrique. Parce que lorsque Barack Obama est arrivé et a demandé à l'Afrique des institutions fortes et non pas des hommes forts, ça voulait dire que la force doit rester au droit et non à la force brute, c'est tout. Donc tant qu'il n'y aurait pas des lois claires avec des modalités de choix données au peuple, de voter à 2 tours, etc., mais moi je ne crois pas à cette évolution-là. Donc vous ne croyez pas à la sincérité des prochaines élections? Non, ça s'appelle... Qui n'ont pas encore eu lieu. Une marche forcée, c'est comme ça que ça s'appelle en Donc français. Pour vous, ça va être encore sur... Une forfaiture de plus, en attendant que le ciel s'éclaircisse au Togo. C'est tout. Mais pour cette élection, la question c'est de savoir aussi, après ce qui s'est passé le 20 décembre et le boycott de la coalition de l'opposition, la question c'est de savoir si finalement l'opposition, du moins pour ceux qui sont dans la C14, si ceux-là finiront par participer à cette élection. Quel conseil vous leur donnez? Bon, j'avais donné mon opinion avant le 20 décembre. J'avais pris en aucun cas également. Il ne fallait pas boycotter quoi que ce soit. À mon avis, il fallait se faire enrôler et attendre 2020, carte d'électeur en poche. Maintenant, le vin est tiré déjà, il faut le boire. Peut-être qu'il y aura des réparations de dernière heure, mais bon, moi, je ne suis pas politique. Je donne des avis, je donne des conseils. De temps en temps, si on les suit, tant mieux. Si on ne les suit pas, comme dit l'adage, les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Mais les élections législatives sont passées. Oui. Nous parlons des élections locales qui vont avoir lieu. C'est ce que je dis. Pour lesquelles vous n'êtes pas très chaud. Mais est-ce que là, vous demandez encore? Nous avons entendu dire que pour être éligible et électeur, il faut avoir une carte d'électeur. La C14, dans son entièreté, n'a pas encore de carte d'électeur. Sauf extraordinaire, ils ne sont ni éligibles ni électeurs dans ces locales-là. Est-ce que nous, en philosophie, nous travaillons avec la logique. Exemple type, avant le bac 2, tout homme est mortel, Socrate est mortel, donc Socrate est un homme. C'est tout.
Ce qui est certain, pour participer à une élection, il faut avoir 18 ans, n'est-ce pas? Oui. Mais ce qui est certain aussi, c'est qu'avec la nouvelle date pour les élections locales, beaucoup de Togolais auront 18 ans. Comment est-ce qu'eux vont pouvoir faire pour participer éventuellement à des élections? Est-ce qu'il n'y a pas une révision de la liste? La politique du Togo n'est pas une affaire d'âge. La politique du Togo se fait avec tous les stratagèmes pour être majoritaire tout le temps et partout. Je pense que c'est ça qui a retardé les locales au Togo. Nous avons lu dans les papiers, les textes, qu'on peut avoir plusieurs partis politiques dans les communes. Mais je n'ai pas l'impression que c'est ce que le Togo souhaite. Le Togo veut être majoritaire partout, dans les communes, dans les régions, dans les préfectures et à l'Assemblée nationale. C'est une idéologie. Bon, on en prend acte, c'est tout. Ah, vous écoutez, vous êtes fataliste. Ce n'est pas de la fatalité. Ça s'appelle en Europe de la réelle politique. Aristote disait qu'on ne défonce pas une porte ouverte. Donc vous êtes réaliste. Oui, je suis réaliste. Donc en fait, pour le Togo, à vous écouter, il n'y a pas de solution. Non, il y a la solution que l'histoire nous imposera tôt ou tard. Mais pour l'instant, c'est la force de la force et non pas la force du droit et de la loi. C'est tout. Il faut être réaliste. Quand on évoque, en fait, ce thème-là, sans doute qu'on fait référence à la question de l'alternance au pouvoir. Et 2020, c'est pour bientôt. Vous avez dit tantôt que vous aviez conseillé à vos amis ou à ceux que vous considérez comme tels d'aller s'inscrire, d'avoir la carte d'électeur, d'attendre 2020. Du tout. 2020, ça va être un tournant historique pour le Togo? Oui, mais à la manière togolaise, c'est tout. Non, mais en fait, à la manière togolaise, c'est la manière togolaise, 1963 jusqu'à 2018, le 20 décembre. C'est ça la manière togolaise. Pourquoi vous voulez parler autrement? Mais là, je ne comprends plus. Vous ne comprenez pas quoi? Je vous dis que la force prime le droit depuis 1963. Lorsque nous avions créé la LTDH, j'avais écrit un article qu'on a eu tort de tuer Sylvanus Olympio. Il fallait l'arrêter, l'emprisonner et le juger. Mais si vous avez pris le fait de refroidir les gens comme idéologie politique, qu'est-ce que vous voulez que moi je vous dise? Bientôt donc... Le 20 décembre 2018, c'est 8000 personnes en armes. Vous les avez comptées? Non, moi j'ai entendu à la réserve, c'est FOSEP. Vous pouvez aller revisiter les Togo Presse et le reste. C'est pour sécuriser, n'est-ce pas? Bien sûr, ça c'est pour sécuriser. Même les États-Unis et les Nations Unies ont des forces de sécurité. Ça c'est la Libye roi. Nous allons permettre maintenant aux auditeurs de participer à l'émission. Comme je l'avais annoncé tantôt, je rappelle que notre invité, c'est le professeur Magloire Kwakouvi. Les numéros de l'émission 70 43 09 70 et puis 96 50 34 37. Un premier auditeur est en ligne déjà. Allô? Bonjour. Allô? Oui, bonjour. Ah oui, allô? Bonjour. Oui, je ne suis pas le seul à intervenir. J'ai une observation. Ben là, en fait, carrément, on a du mal à... Allô? Vous avez un professionnalisme avéré. La deuxième observation, c'est au niveau de votre invité. Il a un degré de culture générale et une élocution formidable. Maintenant, la question là-bas. Oui, allez-y. Il y a trois pays. Le pays dans lequel il y a la stabilité politique, le pays dans lequel il n'y a pas d'alternance, et le pays confronté au terrorisme. Quel est le pays le plus enviable? Ah oui. Oui, vous reprenez la question, s'il vous plaît. Merci.
Non, mais en fait, notre ami n'a pas, il n'a pas attendu. Ce que j'ai pu retenir, parce que la liaison, elle a été mauvaise, carrément, c'est qu'il voulait qu'on fasse un choix entre un pays dans lequel il y a l'alternance politique, un pays dans lequel il y a l'instabilité, un pays dans lequel, je sais pas, j'ai pas noté. Oui, non, on peut répondre, on n'a pas besoin de réfléchir jusqu'à demain soir. Hein. Je crois qu'en Afrique, les gens confondent la stabilité politique qui est dynamique avec l'absence de guerre. Je crois que c'est ce que les gens confondent. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de guerre au Togo que le pays est stable. Le pays n'est pas stable puisque un pays pauvre très endetté qui a généré 100 milliardaires, dans ce même pays, la pauvreté est descendue de la savane jusqu'au bord de la mer. Et des gens n'ont pas $1 pour manger chaque jour. C'est de la stabilité, ça? Non, mais en fait, on parle de stabilité politique. Si, par exemple, vous avez les institutions qui fonctionnent. Oh, je comprends très bien. Le pays est tenu en respect par les armes, comme l'Algérie. Je les compare souvent ces deux pays. Donc, vous, ce n'est pas, pas la Corée du Nord. C'est la paix du cimetière. Oui, en fait, c'est comme ça que nous l'appelons en sociologie. Oui, je suis d'accord. C'est au cimetière que rien ne bouge. Si vous bougez, on vous canarde et puis c'est tout. Bien, merci. Deuxième auditeur. Allô? 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 Bonjour. Bonjour, M. Pierrot. Oui, coucou, comment vous allez? Ça va très bien. Oui, votre question? Salut, professeur. Oui, bonjour, monsieur. Je vous remercie pour vous parlez un peu plus fort, s'il vous plaît. Oui. Je dis que je lui remercie pour tout ce qu'il fait pour le peuple populaire. Je voudrais savoir, au jour d'aujourd'hui, est-ce qu'on parle de l'alternance au Togo? Est-ce que c'est une lutte pour le peuple togolais ou bien c'est une lutte pour les partis politiques? Parce que, pourquoi cette question? Parce que le professeur vient de dire que lors du dialogue, il avait demandé, il avait publié sur son Twitter que il faut que les gens aillent au recensement et que les politiques aillent au recensement. Je ne l'ai jamais suivi publiquement. Et je sais qu'il fait partie de la société civile Espérance, les forces pour le Togo. Pour le Togo. J'ai assisté à plusieurs séances de travail de cette société civile. Ils ne nous ont jamais demandé d'aller se recenser. Aujourd'hui, il nous dit que là, il avait publié. Il ne fait pas ce but que la politique a été recensée et que 2020, il ne sait pas si on va faire une révision. Allô? Oui, nous vous écoutons. Allô? Oui, on vous écoute. Je crois que notre ami, il est parti. Donc, Oui, en fait, c'était immédiatement après la feuille de route, la fameuse feuille de route de la CEDEAO. Ce n'était pas sur Pyramide FM, mais c'était sur Nana FM. Que j'avais dit qu'en aucun cas, la C14 ne devait boycotter quoi que ce soit. Voilà. Mais il ne peut pas me suivre sur toutes les radios tous les jours non plus. Il a posé une question, en fait. Il a dit, est-ce que c'est une lutte politique ou une lutte... C'est à la fois pour le peuple et pour les partis politiques. J'étais à Hankope hier, pas loin de la maison de Paulin à côté, et je disais à celui qui m'accompagnait que le président Sylvanus Olympio venait à pied de la plage jusqu'à Hankope, près de la CNTT, chez Paulin à côté, en passant par Hospice Coco, à Djangouakom et là-bas. C'est cette alternance-là que nous voulons. Ce n'est pas l'alternance qui terrorise les gens parce que le président doit passer à 200 à l'heure. Ce n'est pas ça que nous voulons. Un autre auditeur. Oui. Allô? Allô? Oui, allô? Bonjour. Oui. Oui, bonjour. Bonjour. C'est monsieur Appelité de Québec. Oui. Bonjour, professeur. Bonjour, monsieur Appelité. Dites-moi, professeur, Oui. si 17 milliards de francs CFA suffit pour construire un hôpital ultramoderne, alors qu'on avait débloqué près de 40 milliards pour rénover un hôtel dans notre pays. Merci. Non, mais en fait, allô? Non, il a parlé de 17 milliards pour construire un hôpital. Bon, je crois que souvent en Afrique, les gens confondent les effets d'annonce
avec la réalité. Ce n'est pas parce qu'on a dit qu'on va construire un hôpital de référence que ce sera un hôpital de référence. L'hôtel du 2 février, c'est un hôtel de référence, avec 42 suites présidentielles, etc., mais qui s'est avéré un éléphant blanc en fin de compte, avec des factures de 3 600 000 d'électricité, etc. Donc, il ne faut pas confondre les effets d'annonce avec la réalité sociale. Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour, c'est Pelé. Oui, Pelé, allez-y. Bonjour, professeur. Bonjour, monsieur Pelé. Oh, félicitations pour votre intervention sur la radio. Parce que c'est rare de... Moi, je l'ai dit la fois parce que le Togo manque des gens à partir de 60 ans à 80 ans pour nous parler de la réalité du Togo. Parce que c'est l'histoire qui fait la politique. Aujourd'hui, je vous ai trouvé à la radio pour vous poser une question parce que vous êtes un peu un ancien qui peut nous parler. Parce que vous parlez tout à l'heure de M. Sylvain Solimpio. Oui. M. Sylvain Solimpio, le 13 janvier 1963, on a assassiné. Alors que c'est dans l'ambassade d'Amérique. Bon, devant l'ambassade d'Amérique. Devant l'ambassade d'Amérique. Oui. Merci. Devant l'ambassade d'Amérique. Est-ce que devant l'ambassade d'Amérique qu'on dit, une ambassade d'Amérique, est-ce que l'Amérique est l'assassine ou bien elle est non-assistante personne en danger? Là, c'est une question que je voulais poser. Deuxième question, c'est concernant depuis 19 août, quand on avait eu la crise avec la sortie de M. Tiki Akadam. Oui. On l'a attribué qu'il est djihadiste. Oui. Maintenant, depuis vendredi, on attend qu'on nous frappe la porte déjà, on qu'il y a djihadiste. Est-ce que le fait de dire que M. Tiki Akadam, qui fait la lutte avec la main libre, la main nue, on lui attribue qu'il est djihadiste, c'est pas ça, en tant que vous, spirituellement, c'est pas ça qui arrive sur nous déjà, qu'on attend un djihadiste à la porte du Togo. Merci. Je rappelle une nouvelle fois que l'attaque dont il est question, cette attaque a eu lieu du côté du Burkina Faso. Pas sur le territoire togolais, du côté du Burkina Faso. Donc ça aussi, il faudrait que ça soit clair pour les auditeurs. Non, d'ici dimanche prochain, les choses seront claires. Est-ce qu'il y a un rapport entre le discours qu'on a entendu, c'est vrai, à une certaine époque, lié au mouvement mené par le PNP et ce qui arrive là? Est-ce que fait ce rapprochement-là, est-ce que c'est pas aller trop vite en besogne? Vous savez, c'est idéologique. On est toujours un terroriste de quelqu'un. Et il ne faut pas prendre ces dires-là pour du pain béni. Mais je pense que nous ne pouvons pas souhaiter ces affaires-là à notre pays. Parce que beaucoup de gens seraient dans l'embarras et je ne donne pas cher de ceux qui font les fierros aujourd'hui. La première partie de sa question, c'est concernant l'assassinat de Sylvanus Olympio. Là aussi, est-ce qu'il y a un rapport à faire entre le fait que quelqu'un soit assassiné devant votre ambassade et l'accusation qui est visiblement portée par l'auditeur en parlant d'assistance? La thèse qui revient souvent, c'est que Olympio aurait escaladé sa maison qui justait la résidence de l'ambassadeur Poulaga, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelait, et il s'était caché dans une voiture, et lui, naïvement, il a informé l'ambassade de France, etc. Donc, pour ne pas avoir le Maccabée sur les bras, bon, il a laissé sortir, et puis les autres l'ont trucidé. Je vous rappelle que le dossier n'est pas encore tombé dans le domaine public, puisqu'il paraît que Mazoyer, certains seraient encore vivants. En général, c'est après 30 ans, mais pour Olympio, c'est toujours sous scellé. Ceci explique cela. Il y a encore quelques jours, nous évoquions le général Gnassingbé Adeba et la question c'est de savoir... Le 5 février. Oui, le 5 février, et l'ombre du général Adeba qui continue de planer sur le Togo. Mais on a la même impression que l'ombre de Sylvanus Olympio aussi continue de planer sur le Togo, puisque ces deux noms reviennent tout le temps dans l'histoire politique, dans les débats. Oui, ça c'est l'histoire du Togo. On ne peut pas les éviter, puisque le franc togolais qui devait être mis en circulation le 27 avril 1963 a beaucoup pesé dans la mort de Sylvanus Olympio.
il devait être arrimé au Deutschmark et non pas au franc français. Ceci dans cela, c'est de la géopolitique. Bien, merci. Je rappelle à nos amis, notamment ceux qui nous regardent sur Facebook, Thomas Combé, notamment qui nous regarde du côté de Paris, de repréciser sa question, puisque nous avons eu quelques soucis qui ont fait que je n'ai pas pu noter la question qu'il a bien voulu nous envoyer, à votre endroit notamment. Le temps que Thomas reprécise sa question, nous allons avoir un auditeur ici à Lomé. Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Oui, on vous appelle comment? Monsieur? Giloula, allez-y. J'ai deux questions pour vous. Oui, allez-y. La première, c'est concernant le franc CFA. Le franc CFA. Oui, j'ai une fois entendu monsieur, j'ai oublié son nom. Kakonou Boukwa Oui. ou bien Nadim Khalif, c'est les deux nationaux qui en parlent. Vous aussi, vous avez une fois parlé de ce franc CFA, une fois à TV2. Oui. Je voulais que vous nous expliquiez un peu le fond de votre opinion. Bien. La deuxième question, c'est lié à la caricature de notre personne proposée. En tant que comment vous pensez de l'action de ces journalistes? Allô? C'est la candidature de Monseigneur Kodjo? Non, la caricature. Ah, la caricature. Oh, ça. Que pensez-vous de cette réaction du journaliste? De quel journaliste? Je pense que c'est le combat du peuple. Ok, on a compris. C'est ça. Et sur le franc CFA? Non, sur le franc CFA, sans être économiste, sans être quelqu'un qui enseigne l'économie, je pense que on ne peut pas nous dire que les Ouattara, les Olympio, les Alipui, beaucoup de gens aient travaillé à la Banque mondiale et qu'ils soient incapables de gérer une monnaie de leur pays. Ça, moi, je n'y crois pas. J'ai été au Burundi, j'ai vu le franc burundais, le Rwanda a sa monnaie, le Malawi, la Gambie a sa monnaie. On ne peut pas me dire que de grands pays comme le Sénégal et la Côte d'Ivoire, qui sont par ailleurs PPTE, incongruité économique d'ailleurs, ne peuvent pas gérer une monnaie. Ça, moi, je n'y crois pas. Et tous ceux qui parlent du franc CFA comme c'était une générosité se trompent. Lorsque moi, je quittais la France en 1981, sur 100 francs de gagné, il y avait 44 francs de taxes à payer. Alors que ces gens-là nous fabriquent de l'argent généreusement, qu'ils nous mettent à notre disposition, que ce soit stable, ça c'est du pipeau. J'y reviendrai, pas nécessairement chez vous, mais j'y reviendrai cette année moi aussi. Monseigneur Philippe Fanko Kodjo est dans l'actualité, on parle beaucoup de lui ces derniers temps. Oui. Est-ce que vous comprenez son combat? Mais son combat est normal, puisque après Monseigneur Isidore de Souza au Bénin, il a été contraint de rentrer dans l'arène politique avec la conférence nationale souveraine. Et tout ce que nous avions espéré dans cette salle Fazao ne savait pas encore réel. Donc il y a de quoi qu'il soit inquiet et qu'il aime voir les changements supputés là-bas avant d'aller devant son créateur. Il ne faut pas croire qu'il va briguer un mandat politique, non, ce n'est pas son rôle. Il est dans le rôle de Monseigneur Ntoumi au Cameroun et l'exemple c'est Monseigneur Isidore de Souza au Bénin. La question de Thomas est Combé depuis Paris, il a précisé maintenant. Oui, qu'est-ce qu'il veut savoir? Il dit que selon le code électoral, les membres de la CENI sont élus pour 1 an. Est-ce que la C14 peut encore envoyer ses membres à la CENI? Non, ça c'est des questions politiques, ça. Les réformes dans ce sens-là se font selon l'échiquier que le pouvoir veut faire. Parce que nous avons vu comment les gens ont quitté la CENI pour se retrouver députés ou bien des choses comme ça. Bon, il n'a qu'à suivre la politique togolaise, il aura réponse à ce qu'il veut savoir. Allô? Oui, allô, bonjour. Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour, ça ne peut pas couper les gens. Je ne sais pas aller jusqu'au mal. Oui, vous allez... allô, vous faites court, s'il vous plaît. Allô? Oui. Je disais,
je ne sais pas aller jusqu'au bout de ma logique. Je ne sais pas si c'était une coupure qui est intervenue chez vous ou pas. Oui, je dis, vous pouvez poursuivre et aller. Faites court, s'il vous plaît. Ok. Donc, je voudrais revenir sur la sortie de Monseigneur Philippe Fanoko Kodro. Oui. Et je voudrais demander à professeur, lorsqu'on attend les gens qui, la discussion, les débats qui sont sur la sortie de Monseigneur Kodro, même jusqu'à aller dans le rang des journalistes, il y a des journalistes qui disent que M. Monseigneur Philippe Fanoko Kodro est un archevêque émérite et qu'il ne peut pas se mener dans la vie politique du pays. S'il a quelque chose à dire, il fallait qu'il donne à la conférence des évêques et qui sont à la tête aujourd'hui de parler. Je voulais savoir, lorsqu'on parle de la citoyenneté, Monseigneur Philippe Fanoko Kodro, lui, il n'est pas citoyen togolais pour parler de la vie de la nation, ou bien lorsqu'il est prêtre, ou bien il est archevêque, il ne peut plus parler de la vie de la nation. Et secondo, lorsqu'on parle de l'alternance au Togo... Non, il a répondu à cette partie de la question. Il voudrait aller jusqu'au bout. On a à chaque fois l'impression que l'opposition qui n'a pas de stratégie. Or, nous sommes dans une situation où on veut aller à des élections où le peuple veut trancher. Maintenant, on fait des élections privées et des gens volent. Et on a à chaque fois attribué l'échec à l'opposition qui n'a pas de stratégie. Est-ce que là aussi, on ne se trompe pas de système de jeu aussi? Merci beaucoup. Bien, merci, cher ami Kokou, de nous avoir appelé depuis Guénivé. Le combat de Monseigneur Philippe Fanoko Kodro, un combat citoyen selon certains. Ce combat se fait avec un vademecum qu'on appelle la doctrine sociale de l'Église. Si vous prenez cet ouvrage-là, qui a commencé depuis 1893 avec le pape Léon XIII, vous verrez que l'Église intervient en politique lorsqu'il y a danger pour les citoyens. Et les prêtres, les évêques, les cardinaux, les papes sont des citoyens à part entière et non pas entièrement à part. Comprendre qui pourra. Même Jésus disait ça des fois. La deuxième partie de sa question. Oui. Sur le tort qui est jeté ou rejeté des fois à l'opposition de n'avoir pas de l'alternance, de n'avoir pas de stratégie pour ce qui concerne la question de l'alternance au Togo. Ça ressortit de l'analyse du système. Nous avons démonté tout le système maintenant. Ça se résume en des élections à 2 tours, un homme, une voix. C'est le principe que l'ONU même a retenu. Ce n'est pas un homme 13 voix contre un homme, une voix. Élection à 2 tours. Voilà le mécanisme. Ce n'est pas un coup KO pour que le général soit content. Non, c'est fini cette époque-là. Thomas Combé est revenu avec une deuxième question, oui. Sauf qu'il dit que selon la loi, on devait faire une révision des listes chaque année. Oui. Et il dit pourquoi est-ce que en fait, quel est le pouvoir a quel droit de refuser? Je ne sais pas si pour l'instant si le pouvoir a refusé ou pas, puisqu'on ne connaît pas pour l'instant la date des élections locales. Non, ils diront que c'est un droit régalien de l'État et que le Togo est un État souverain qui n'a de leçons à recevoir de personne. Oui, mais ça aussi, nous connaissons la chanson. Oui, mais est-ce que c'est pas, comme je l'ai dit tantôt, aller trop vite en besogne, puisqu'on ne sait pas pour l'instant ce qui va se passer? Non, c'est pas... C'est-à-dire, il ne faut pas prêcher à des convertis. Donc, pour vous, il n'y aura pas de révision de liste électorale? Si l'État ne le veut pas, il n'y en aura pas. Oui, pour l'instant, on ne peut pas l'affirmer aussi. Mais on peut affirmer puisqu'il a fait les élections du 20 décembre sans réforme. Alors, nous sommes en droit de dire qu'il peut faire ce qui lui plaît dans son rectangle de pays sans recevoir de leçons de qui que ce soit. Est-ce que faire des élections sans réforme et faire des élections sans réviser une liste électorale, est-ce que ce n'est pas deux choses différentes? Non, les réformes électorales contiennent la réforme des listes, c'est tout. On a dit qu'il n'y a pas eu d'enfants enrôlés et après on trouve 33 enfants. Vous trouvez que c'est normal ces choses-là? Écoutez les nouvelles de votre propre pays. Les gens parlent comme s'ils ne vivent pas au Togo. Allô? L'auditeur, il n'est pas là. Non. On peut continuer. Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Ouais, vous appelez comment? Il n'a qu'à éloigner sa radio. Cédric. Oui, vous avez un poste récepteur qui est allumé à côté de vous. Ok, je me déplace un peu. Cédric. Oui, Cédric depuis avec vous. Oui, Cédric, votre question. Voilà, merci beaucoup, professeur.
Vous avez aussi vous avez aussi un téléphone à côté? Non. Ok, allez-y. Ouais. Merci beaucoup, professeur, pour toutes ces sorties. Mais je voudrais poser cette question. Lorsqu'il dit que Monsieur Podro, le prêtre Podro, monseigneur Podro a le droit, Oui. en tant que citoyen, de parler. Ne pensez-vous pas que lorsqu'on est citoyen, mais qu'on a un certain niveau donné, il y a un peu cette retenue qu'il faut avoir pour ne pas, au lieu de verser l'eau sur le feu, qui verse de l'huile, parce que c'est ce qu'il a essayé de faire. Lorsque les choses sont en train de se calmer, il fait encore des sorties, il dit encore des choses, et je crois que normalement, pour ces choses-là, les prélats doivent le faire de façon diplomatique et dans les coulisses, au lieu de le faire sur les ondes radio et tout cela. Et puis, cela m'étonne un peu lorsqu'on dit que l'Église a tout le droit de se mêler de la politique, alors que nous voyons ce qui se passe aux États-Unis, nous voyons ce qui se passe en France, nous voyons ce qui se passe en Italie, et jamais nous n'avons vu une sortie officielle de l'Église qui dit tant, en tapant du doigt et du poing sur la table. Oui. Mais non. Bien, Si par exemple, s'il vous plaît, et si par exemple, les prêtres vaudous sortaient, les musulmans sortaient, les cantants sortaient. Merci beaucoup. bien, merci pour votre intervention. Réaction. Non, je crois que les prêtres vaudous sont sortis. C'est quelle année ça? Pour la purification? Oui, pour la purification, ils ont pris beaucoup d'argent. Lui, il n'a pas appris ça. Non, mais je ne sais pas, puisque l'auditeur n'est plus en ligne. En fait, voilà sa position. Oui, c'est sa position. Monseigneur Podro a vécu une partie historique du Togo dans la conférence nationale souveraine. Tout ce qui a été décidé là-bas n'a pas été mis en application. Je pense qu'il a le droit de donner son opinion sur cette non-mise en application de ce qui a été décidé là-bas. Je ne vois pas où est le problème. On peut l'insulter, on peut lui cracher dessus, on peut le crucifier sur une croix, mais c'est de bonne guerre. On ne peut pas dire que quelle diplomatie. Il n'y a pas de diplomate au Togo avant qu'on ne vote le 20 décembre. Ou bien les diplomates, ils étaient partis du Togo. Donc la retenue dont parle notre ami Cédric, cette retenue-là, vous ne la comprenez pas? Les vérités n'arrangent pas tout le monde. C'est Nietzsche qui l'a dit. L'important, ce n'est pas de dire la vérité, il faut savoir qui ça arrange. Voilà le fond du problème. Ce n'est pas un problème de Monseigneur Podro contre Monseigneur émérite. Il ne s'agit pas de secret professionnel, il s'agit de vérité historique concernant le pays. Je ne vois pas pourquoi, étant né dans la région d'Atakwame, lui n'aurait pas le droit de parler de son pays. Pourquoi? Il évoque la France, il évoque les États-Unis, il évoque un certain nombre de pays dans lesquels on ne voit pas aussi une présence assez marquée de l'Église. Les institutions font leur travail. Lorsque le garde de corps de Macron a tabassé quelqu'un dans la rue, la magistrature s'en est saisie. Vous parlez de Benalla? Oui, tout de suite. Est-ce que c'est ce qui se passe au Togo? Non, il faut comparer ce qui est comparable. Donc, ce n'est pas des situations comparables? Non, il ne faut pas mélanger les serviettes et les torchons, là. Allô? Ah, il est parti, cet auditeur. Est-ce qu'on récupère quelqu'un derrière lui? Allô? Après lui, allô? Bonjour, M. Perrault. Oui, bonjour, votre nom, s'il vous plaît. Comment vous allez, M. Perrault? Moi, je vais bien. On vous appelle comment? D'accord. Bonjour, M. le professeur. On vous appelle comment? Bon, monsieur le professeur. Et parlez fort, on ne vous entend pas bien. Il y a un milliardaire, et puis dans ce village, et dans le village, ça fait plus de 2 milliardaires. Il n'y a même pas d'infrastructure. Il n'y a même pas de l'État à savoir. Ouais. Comment pensez-vous? Est-ce que c'est pas de la méchanceté de la part de ces gens? Ils frères dans le village. Dans le pays très endetté. On découvre ça, monsieur le professeur. Venez l'expliquer un petit peu. Merci. Vous l'avez écouté? Bon, j'ai entendu PPTE. Non, mais il parle de manque d'eau, d'électricité, la situation de pauvreté qu'il décrit, et puis il fait référence à cette histoire de plusieurs milliardaires. Oui, une centaine. Que compterait le Togo? Que compterait le Togo? Et le Togo a plus de milliardaires que la Russie. Est-ce que vous croyez à cela?
C'est la Banque mondiale qui a publié, mon frère. C'est pas moi. Hein? Oh, mais en fait. C'est le site Doing Business. Tout le monde peut y aller. Même les vendeuses de cola à Sokodé peuvent, avec leur. Mais s'il y a autant de milliardaires dans notre pays, oui, qu'est-ce qu'ils font avec les milliards? Non, ce n'est pas la bonne question. La bonne question, c'est pourquoi les pays africains n'instituent pas l'impôt sur les fortunes. Voilà la bonne question. Si vous voulez parler politique. Mais ce n'est pas qu'est-ce qu'ils font avec le. Non, mais en fait, si vous avez. Ils les ont planqués. Dans les grands pays, les grands pays, les milliardaires. Verdorf a croqué 33 milliards à un milliardaire togolais. Je ne connais pas son nom. Si je donne son nom, je vais me retrouver au tribunal pour diffamation. Donc, on n'a pas donné son nom. C'est tout. Je parlais de milliardaires dans les autres pays qui investissent dans leur pays, qui recrutent, qui participent au développement. En fait, est-ce que ce n'est pas aussi de cela qu'il s'agit dans nos pays? Si vous avez autant d'argent... Lorsque l'affaire Wassem est tombée, vous n'avez pas vu des actionnaires là-dedans? Ou bien c'est moi qui ai mal écouté? L'affaire Wassem. Oui, c'est une affaire qui visiblement appartiendrait au passé. Non, ce n'est pas. Non, c'est le fait que les riches togolais investissent dans ces sociétés-là en tant qu'actionnaires. C'est pour ça qu'ils n'ont pas voulu que Dangote nous vende le ciment moins cher. Et puis on n'en parle plus. Et puis on dit que c'est du libéralisme. Ça, c'est du libéralisme des cocotiers, ça. Hein? Lorsqu'un État impose des prix de Lomé jusqu'à Sinkassé, ça c'est les pays de l'Est qui le faisaient. C'est du dirigisme d'État. Il faut appeler un chat et rouler un fripon, comme disait Voltaire. Quelqu'un écrit sur notre page que vous dites que la vérité, mais visiblement, est-ce que vous n'êtes pas un peu très fort dans ce que vous dites? Je ne veux pas parler d'exagération. Si mais je n'y vais pas trop fort. Oui, quand on écoute le Togo que vous décrivez là, est-ce que vous n'allez pas un peu trop fort? Non, c'est le Togo réel. Pourquoi moi j'irai trop fort? Je vous ai dit que le 27 avril 1960, j'étais au CM2. J'ai fait le défilé de l'indépendance. Et aujourd'hui, à plus de 70 ans, je ne vois pas tout ce que j'ai espéré. J'ai donné ma part en enseignant de 81 jusqu'à 2005. Je suis à la retraite. Bon, pour moi... Qu'est-ce que vous espériez? J'ai fait ma part. Vous avez été enseignant à l'université. Qu'est-ce que vous espérez de plus? Non, je n'espère rien de plus, mais il ne faut pas mentir tout le temps en disant qu'on est dans un pays apaisé, que le pays est stable. Mais est-ce qu'il n'y a pas la paix au Togo? Quelle paix? Je vous dis que c'est la paix des cimetières. Hein? Mais ça c'est votre position. Vendredi passé, je revenais de Radio Maria. Moi, j'écoutais de la musique dans la voiture naïvement quand une torche m'a interpellé et m'a donné l'injection de reculer. Hein? J'ai dû reculer à 20-25 mètres, éteindre tous mes phares pour que des voitures passent à 200 km à l'heure. C'est la paix, ça? Non, mais ça dépend de... Ça dépend de quoi? Ça dépend de ce que vous décrivez là. Ça dépend de quoi je décris. C'est moi-même qui conduisais, c'est mon permis, c'est ma voiture. J'ai payé les impôts jusqu'à la retraite. On m'a retiré de l'argent pour créer l'INAM, etc. Bon, vous me dites que je vis dans la paix. Je dis que je ne vis pas dans la paix. Où est mon problème? Mais si une voiture passe à 200 km à l'heure, oui. Mais quel est le rapport? Mais est-ce qu'on a besoin de me terroriser, moi, avant que cette voiture ne passe à 200 Ah, vous avez été terrorisé. Il fallait me dire, vous reculez, vous éteignez vos parts, c'est tout. Donc, cela, pour vous, le pays n'est pas en paix. Bon, ça, c'est une affaire de bouteille à moitié pleine ou à moitié vide. Si vous estimez que vous êtes en paix, c'est votre affaire. Moi, ce n'est pas mon affaire. Allô, notre auditeur. Allô. 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 Oui, bonjour. Oui, c'est Télé qui revient. Oui. Bon, professeur. Oui. S'il vous plaît, quelles sont les dates de la mort de Nicolas Grinisky et M. Clévet Dadjo? Parce que déjà, le 5 février 2005, c'est la date de la mort de Pierre Demain. Oui. Est-ce qu'on est en train de célébrer ça? Bon, si, par exemple, un fils de Clévet Dadjo est au pouvoir maintenant, lui aussi, il va célébrer cette date-là. C'est ça la question. Est-ce que nous développons tout ça là? Ça dépend s'il a fait l'école militaire de Chichao, puisque c'est des choses qui se font de père en fils. Donc moi, je ne peux pas vous répondre. Lorsqu'on vieillit, il y a une maladie qu'on appelle Alzheimer. Donc vous ne connaissez pas mon âge, je vous le donne, c'est 74 ans. Je n'ai pas la date de la mort de Grinisky en tête. Ça ne me m'avait pas marqué autant que le 13 janvier 1963, parce que j'habitais pas loin de Noé Koutoukli, du côté de la Pirogue. Et j'allais à l'école à la cathédrale, c'est tout droit.
Je passais derrière la maison de Sylvanus Olympio par le grand marché pour arriver à la cathédrale. Là, je m'en rappelle. Mais les livres d'histoire ont toutes ces dates-là. N'ayez pas peur. Allô? Oui, allô? Bonjour. Oui, allô? Allô? Toujours la radio. Allô? Allô? Je crois que nous avons encore quelques soucis pour pouvoir avoir convenablement cet auditeur. 2020, c'est bientôt, je le disais tantôt. Oui, c'est bientôt, il y a 2 mois en moins déjà. Et beaucoup d'observateurs estiment que cette année préélectorale va être une année agitée avec des annonces de candidature. On a appris que le chef de l'État actuel, Faure Gnassingbé, sera candidat. Ouais. On a appris également que Nicolas Lawson sera candidat. Est-ce que vous êtes surpris par ces annonces? Non, non, pas du tout, puisque lorsque Adani Ife a été candidat, il avait joué un rôle de sparring partner comme le président de ULI à l'époque. Le président de ULI, c'est un parti politique qui n'existe plus. Je ne me rappelle plus son nom, mais les auditeurs le connaissent très bien. Celui pour qui on n'a donné qu'une voix et il a chassé sa bonne le soir parce que sa femme n'a pas voté pour lui, la bonne n'a pas voté pour lui. C'est sa voix seule qu'on a comptée. Allô? Allô? Oui, bonjour. Oui. Bonjour. Bonjour. Monsieur Touré. Allô? Oui, monsieur Touré. Monsieur? Touré. Touré. C'est pour Touré. Oui. Je salue le docteur. Oui, le docteur vous répond et vous salue également. Merci beaucoup. Il y a le président de la République, il y a une minorité qui s'accapare des biens de l'État. C'est ça. Donc là, il est sûr, il est connaît. Oui. Et normalement, il est le premier magistrat du pays. Pourquoi maintenant, il donne maintenant à une institution de faire des enquêtes pour traquer ces gens-là? J'aimerais une explication bien fondée dans ça. C'est ça. C'est une question qui revient très souvent, cette question de minorité. En philosophie morale et politique, nous appelons ça du marketing politique. C'est la 3e institution que cette applaudie-là pour traquer éventuellement les détourneurs de deniers publics. Bon, maintenant, il y a un adage du pays qui dit que quand un barbu tombe dans le feu, on ne demande plus d'après sa barbe. En clair, qu'est-ce que vous voulez dire? Ça veut dire que on a su qu'il y a eu 600 millions qui ont disparu en Afrique du Sud, n'est-ce pas? Pour ce qui concerne la Coupe d'Afrique des Nations. Voilà. Oui, il y a eu cette histoire de 600 millions. Pour la route Saint-Joe-Vaughan, 23 ou 25 milliards. Mais on connaît le préjudice. J'ai dit tout à l'heure que pour l'affaire du garde de corps de Macron, la justice s'en est saisie, le Parlement, on a interpellé. Pourquoi au Togo, ça ne marche pas comme ça? Est-ce que c'est pas aussi... C'est pas un pays francophone? Est-ce que c'est pas aussi que ces pays sont plus évolués que les nôtres? Non, c'est pas en termes d'évolution. Quand je parle d'évolution, même des mentalités. Non. Quand on n'est pas courageux pour dire le droit, on fait autre chose. On ne se dit pas juge, machin, truc, bidule. C'est du courage. Et quand on n'a pas le courage de perdre les élections, on fait les réformes constitutionnelles et institutionnelles. C'est pas plus compliqué que ça. Mais pour ce qui concerne les médias, vous voulez dire que des juges doivent s'auto-saisir, se saisir de cette affaire et éventuellement traquer ceux qui sont... Mais bien sûr. Mais est-ce que c'est pas ce qui va se faire bientôt avec Aplucia? Vous savez, on a eu 2 institutions sous le père qui devaient traquer les voleurs. Aplucia, c'est le 3e. Bon, wait and see. Nous sommes tombés sous l'égide de Saint Thomas. Sauf qu'il n'y a pas de résurrection ici. Peut-être un dernier auditeur pour la route, comme on le dit, un dernier auditeur. Allô? Alors, bonjour. Oui, bonjour. C'est toujours Cédric. Oui, Cédric. Oui, je reviens. C'est concernant le truc de l'alternance. Oui. S'il vous plaît, docteur, pensez-vous que l'alternance devait être donnée par décret? Ne pensez-vous pas que tout
tout parti politique au pouvoir fait tout pour conserver le pouvoir, tout dans la mesure du droit. Pour conserver le pouvoir, alors lorsqu'on dit par exemple que le pouvoir ne donne pas la tenance, ne permet pas la tenance, moi, bon, ça me fait un peu rire. Parce que le pouvoir ne va pas se lever aujourd'hui, l'UNI ne va pas se lever aujourd'hui. Bon, ok, vous savez, bon, en 2020, l'ANC n'a qu'à venir prendre le pouvoir. Non. Je crois que l'alternance devait être obtenue et par des luttes politiques. Bien sûr. En entendant dire, on fait des marches sans pour que le pouvoir puisse céder, pour que... Ça, ce n'est plus une alternance que l'on cherche, mais plutôt l'organisation de certains putsch, que ce soit putsch électoral, putsch constitutionnel ou n'importe quel putsch. Là. Voilà. Merci beaucoup. Et puis, concernant ce que l'autre auditeur vient de poser comme question, je crois que l'on détourne souvent ce que le chef de l'État veut dire par le fait qu'il y a une minorité qui s'accapare des richesses du pays. Oui. Parce qu'en réalité, si on voit dans le monde entier, il y a toujours une minorité qui s'accapare des richesses du monde entier. Oui. Alors que cette majorité-là, qui est composée plus des jeunes, puisse se réveiller, entreprendre pour pouvoir faire ce pouce économique. Voilà, merci beaucoup. Bien, merci pour cette précision, cher ami Cédric. Réaction? Non, en Afrique, les débats sont toujours très intéressants. Est-ce qu'on peut dire que Bill Gates s'est accaparé d'une richesse? Non, mais en fait, ce qu'il veut dire naturellement, quand on se réfère au fonctionnement même du monde, ceux qui détiennent la majorité des richesses du monde, c'est une minorité. Mais ça ne veut rien dire. Ça veut dire que les gens ont eu de l'imagination pour s'enrichir. Vous êtes là. Mais justement, peut-être, oui, c'est là où Bill Gates n'a pas détourné. Je suis d'accord avec vous. C'est peut-être là que vous avez raison, que c'est de la manière dont on a procédé pour avoir sa richesse. Oui, c'est ça aussi la problématique. Non, c'est sur la question de l'alternance. Oui, sur la question de l'alternance. Est-ce que le pouvoir va se lever un jour pour dire opposition, venez, voilà. Non. J'appelle ça des raisonnements de collégiens. Je vous ai dit tout à l'heure que quand on a le courage politique de perdre les élections, on institue les règles du jeu. 2 tours, 1 voix, 1 homme. Vous verrez, c'est pas vous. Vous mettez des trucs pour gagner tout le temps. Je le dis souvent. Le Brésil a gagné 5 fois la Coupe du Monde. Mais ce n'est pas à chaque Coupe du Monde que le Brésil gagne. Donc ceux qui gagnent tout le temps, là, ça veut dire qu'il y avait un truc en dessous. Maintenant, on le sait. 13 voix de la CENI valent 1 voix dans la commune de Lomé et son environ, qui ont presque le tiers de la population du Togo. Vous ne trouvez pas ça bizarre? Vous dites qu'on ne peut pas donner l'alternance. Comment est-ce que le Ghana fait? Et il y a de l'alternance là-bas, il y a des anciens présidents. C'est la question de l'auditeur. C'est pas Non, je dis que c'est un raisonnement de collégien. C'est un collégien. Lui n'a pas dit qu'on a gagné le pouvoir par les armes, il faut venir le chercher par les armes. Parce que s'il dit ça, il aura affaire aux journalistes demain matin. Donc, je dis que quand on n'a pas le courage de perdre les élections, on ne fait pas de la politique. Il ne faut pas mentir. Est-ce que la question aussi, c'est pas la complexité même de la réelle politique dont vous faisiez... Non, c'est faux. Attendez ma question. Non. Attendez ma question. Les élections législatives du 20 décembre dernier, ces élections-là ont été jugées crédibles et satisfaisantes par la communauté sous-régionale, la CEDEAO. Est-ce que les élections du Congo démocratique ont été jugées crédibles et transparentes? Au final, ces élections ont été acceptées. Mais bien sûr, donc on peut dire que ce n'est pas crédible et transparent et puis accepter après que c'est bon. Donc vous pouvez faire le même raisonnement, les latins disent mutantis mutandis, en changeant ce qu'il faut changer. Ce n'est pas parce que des gens ont été payés, ils ont bu du champagne à l'hôtel et ils ont dit que les élections se sont bien passées. Que... Vous n'avez pas entendu les protestations de Bassar et de Yoto? Ou bien, c'était pas au Togo? J'ai dit au départ que je vous trouvais très fataliste. Visiblement, c'est un peu comme si vous confirmez. Oh, ce n'est pas de la fatalité. C'est du réalisme. Je vous dis que quand un barbu tombe dans le feu, on ne demande plus d'après sa barbe. Les gens sont organisés pour conquérir le pouvoir. Ils le gardent mordicus avec les armes, c'est tout. Vous avez dit que vous avez 114 ans, n'est-ce pas? Bien sûr. 114 ans. Le 15 janvier. Vous vous soignez où? Je me soigne où j'ai été sportif. Je vous ai dit tout à l'heure,
que je courais les 100 mètres en 12 secondes entre le lycée de Tokoin et le collège protestant. Mais quand je parle de vos soins, je fais allusion au centre de soins là où je peux. Il y a des dispensaires, il y a la clinique Biassa, mais on me contraint à payer les soins des émigrants qui viennent me cogner dans ma voiture. Ça, je vais protester contre bientôt par un article. Si l'État ne peut pas donner les premiers soins aux émigrants, ce n'est pas sur ma poche qu'ils vont... Bientôt, un hôpital de référence au Togo, c'est une bonne nouvelle qui est saluée par beaucoup de nos compatriotes. Oui. Je ne sais pas si vous allez ajouter votre voix à toute cette agitation. Pas du tout, parce que quand dimanche sera beau, on le voit le samedi. Pour qu'un hôpital de référence arrive au Togo, il faut que Sylvanus Olympio, l'hôpital de Tokoin, soit une référence d'abord. Ça ne s'invente pas la référence. Non, mais en fait, l'hôpital de Tokoin a été construit, je ne sais pas quelle année. Dans les années 60. Oui, mais en fait, nous sommes en 2019, quand même. Oui, et à Fagnan. Vous avez déjà fait la route en frein à Fagnan? Oui, c'est une route qui a été refaite il n'y a pas très longtemps. Oh, c'est faux. De Amélian jusqu'à l'hôpital d'Afagnan. Oui, cette portion n'est pas bonne, c'est vrai. J'ai d'autres portions à vous citer. Oui, mais quel est le rapport avec l'hôpital qui va être construit à Gouribé? Quand un pays n'a pas de bonnes habitudes en matière de santé, on ne décrète pas des références. C'est tout ce que je veux dire. Non, mais en fait, est-ce qu'il ne faudrait pas commencer un jour, pas changer? Est-ce que ce n'est pas de cela qu'il s'agit aussi? Le Togo peut-être est en train de changer. Le 13 janvier 1960 était un début. Combien d'années il vous faut pour un début, pour commencer un jour? Mais est-ce qu'on peut dire finalement que vous appartenez au passé? Puisque mais je suis vieux, je suis au passé. Pourquoi vous voulez que je sois du futur? Vous rappelez tout le temps. Mais oui. Mais c'est au moment où moi je rêvais d'un Togo lors de l'humanité. Je ne trouve même pas du cuivre de l'humanité. Et vous voulez que je dise que je suis content? Je ne suis pas content. C'est mon droit le plus absolu. J'ai payé les impôts jusqu'à cet âge-là. Donc, pour vous, l'hôpital de référence, cette annonce, comme vous l'avez dit tantôt, c'est du marketing politique? Ce sera pour le Hafi Piu qui pourra payer les consultations là-bas. Quand ce sera fini, ils ont donné 1 an pour que ça soit fini. Vous n'y croyez pas? À cette vitesse-là, je ne crois pas que les murs seront solides. Je ne sais pas si je dois vous demander de commenter l'actualité de Tablibo avec le Conseil des ministres qui a eu lieu là-bas. Oui. Puisque... Non, je peux commenter. Puisque vous... C'est une idée qui est venue du Sénégal. Le Sénégal délocalise tous les ans la fête de l'indépendance. Et ça permettait aux gouvernants sénégalais de bitumer les rues de la ville où cette fête-là devait se tourner. Et ça permettait de réaliser ces infrastructures progressivement. On ne fait pas une fête à Dapaon, on va dormir et puis on va à Tablibo. C'est pas comme ça. Non, Tablibo, c'est le Conseil des ministres. Et... Je ne refuse pas. Conseil des ministres ou fête de l'indépendance, c'est la même stratégie. Est-ce que l'initiative, est-ce qu'elle n'est pas bonne? Elle n'est pas bonne parce que Ouassem devrait bitumer toutes les artères de Tablibo avant l'arrivée de ce Conseil des ministres-là. Ils ne l'ont pas fait. Il n'y a même pas de caniveau. C'est anormal. On vous a beaucoup écouté. Visiblement, vous êtes très, très amer, très en colère, visiblement, pour ce qui concerne la situation du Togo. Quelle est votre conclusion? Non, la conclusion, c'est que les hommes politiques doivent avoir le courage de leur politique. Si on ne veut pas quitter le pouvoir, il faut le dire clairement. Il ne faut pas aller à déranger les Ghanéens, les Guinéens, la CEDEAO, tout ça pour faire des bizarreries et dire que vous êtes en train de chercher la paix. Voilà mon opinion. Cette émission s'achève. Merci de l'avoir suivi. Je remercie le professeur Magua Kwakouvi d'être venu. Merci à Romaric Fetas pour la mise en onde technique. Je suis Pierrot Atiobé. Le prochain rendez-vous, c'est dimanche. Au revoir.